Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce point quotidien du 24 janvier 2025, point quotidien des marchés, notamment crypto-monnaies. Comme à notre habitude, pardon, vous êtes sur versatile.fr. Sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez la voir le jour de sa sortie. Et aujourd'hui est un grand jour puisque, notamment pour la crypto-monnaie, enfin surtout pour la crypto-monnaie, puisque ça y est, c'est officiel, Donald Trump a signé ses premiers décrets concernant la crypto-monnaie, concernant le marché crypto, et c'est une news là qui nous est rapportée par CryptoGoku notamment, puisqu'il y avait un petit peu de flou hier sur le décret qui a été signé, tout simplement, puisque les premières nouvelles qui sont sorties, ça a été rapidement annoncé que ça y est, les États-Unis, le décret qui a été signé, autorisait les États-Unis à faire une réserve fédérale en Bitcoin et en crypto-monnaie plus particulièrement. D'ailleurs, il n'y a pas eu que Bitcoin qui a été mentionné. D'ailleurs, Bitcoin n'a pas été mentionné. Il s'agissait plutôt de la mention de crypto-actifs. Donc ça laisse la porte ouverte à toutes les autres crypto-monnaies, qui est une news qui est relativement bullish pour l'ensemble du marché et pas que pour Bitcoin. Et des précisions sont arrivées un peu plus tard dans la soirée, puisque voilà, on a eu effectivement la description un peu plus exhaustive du décret. Donc le décret établit le groupe de travail présidentiel sur les marchés d'actifs numériques pour renforcer le leadership américain dans la finance numérique, sera chargé d'élaborer le cadre réglementaire fédéral régissant les actifs numériques, hein, contrairement à voilà, chez nous en Europe, y compris les stablecoins, et d'évaluer la création d'un stock d'actifs numériques nationaux stratégiques. Ça, c'est la grosse news. Et donc, contrairement à ce qui a été dit assez tôt, effectivement, ce n'est pas un accord, ce n'est pas une autorisation de création du stock d'actifs numériques, d'une réserve nationale. C'est un décret qui vise à monter une task force de personnes qui vont évaluer la faisabilité et la création de ce stock d'actifs numériques. Donc, c'est deux choses qui sont un peu différentes et c'est la raison pour laquelle on va le voir. Il n'y a pas eu de mouvement haussier sur le marché pour l'instant. Donc, le groupe de travail, il sera présidé bien évidemment par la Maison-Blanche et par David Sachs et comprendra le secrétaire du Trésor, le président de la SEC et chef des autres départements, bien évidemment, et des agences concernées. Et donc, David Sachs va engager des experts premiers plans des actifs numériques et marchés numériques pour s'assurer que les actions du groupe de travail sont éclairées par une expertise au-delà du gouvernement fédéral, tout simplement. Et autre chose que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper important dans ce décret, c'est que le décret interdit aux agences d'entreprendre toute action visant à établir, émettre ou promouvoir les CBDC. Donc les CBDC, c'est les monnaies de banque centrale numérique. Donc en français, c'est MNBC. Et donc, ce sont ces stablecoins qui sont à l'étude aujourd'hui à l'Europe, hein, en Europe d'ailleurs, qui sont étudiés donc, par les banques centrales et qui visent à utiliser la blockchain pour numériser les euros, voilà, pour faire disparaître tout simplement le cash ou une partie du cash. Et donc, blockchainiser tout simplement, je sais pas, votre salaire et puis toutes les transactions qu'on peut avoir. La problématique éthique de ce côté-là, bien évidemment, c'est que ça sera complètement centralisé. Et donc, comme vous le savez, si vous êtes dans la crypto-monnaie depuis un moment, il n'y a rien de plus transparent que les blockchains, notamment les blockchains qui sont construites sur l'exemple de celle de Bitcoin. Et donc, voilà, une possibilité de contrôler, d'avoir une vision complète sur toutes les transactions effectuées. Donc, ce décret interdit l'utilisation, l'émission et l'établissement de CBDC aux États-Unis, ce qui est une bonne chose pour les intérêts et la vie privée des citoyens. Autre news macroéconomique qui nous est rapportée par Fineco cette fois-ci, la BOJ, donc la Banque centrale du Japon, a enfin décidé de remonter ses taux directeurs. Cette fois-ci, pas de surprise, bien évidemment, puisque la dernière fois, donc les taux directeurs au Japon ont été pendant très longtemps à 0%. Donc, grosso modo, les institutions pouvaient emprunter de l'argent gratuitement. Et les taux sont passés de 0 à 0,25 pendant le mois d'août, ce qui avait mené, on le verra tout à l'heure sur les graphiques, au flash crash du mois d'août, puisque ça a mis fin à un phénomène qui était utilisé à outrance jusque-là, qui s'appelle le yen carry trade, que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais en tout cas, les taux sont en train de remonter au Japon et ils sont remontés là de 0,25 à 0,5%, donc le niveau le plus haut en 17 ans. Donc, comme indiqué, voilà, l'information était déjà pricée par les marchés, donc c'est pour ça que ça n'a pas fait réagir comme ça avait fait réagir la semaine du 5 août. Voilà, pas la même réaction qu'en août dernier. Par ailleurs, l'indice DXY continue sa baisse et passe sous les 108. Donc ça, je vous en ai parlé il y a 2 3 jours. C'est la force relative du dollar par rapport à un panier d'autres monnaies. Et également, ça nous donne une très bonne indication, le fait que le DXY commence à baisser vis-à-vis de l'attraction haussière potentielle qu'on peut avoir sur les crypto-monnaies. Donc voilà, selon le patron de la BOJ, il faudra s'attendre à d'autres hausses de taux, donc définitivement la fin du yen carry trade, hein, en tout cas son gros ralentissement, sachant que les négociations salariales du printemps auront un vrai impact. Et on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer un super site
qui vous donne toutes les échéances, les grosses échéances inflationnistes, des chiffres du travail, du chômage, etc. Et on va voir que effectivement l'inflation au Japon a bien augmenté d'une année à l'autre. Il y a eu les chiffres donc récemment. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'ils sont en train de remonter les taux. Et bien évidemment que la liquidité de marché deviendra un sujet, je pense, d'ici fin 2025 et en 2026. Donc une autre petite news qui est assez intéressante ici, qui a été d'abord déclenchée pendant le World Economic Forum par le gouverneur d'Afrique du Sud, de la Banque centrale d'Afrique du Sud, qui dit qu'une réserve, enfin qui remet en question l'idée de la réserve stratégique en Bitcoin, en prenant un peu le sujet à la dérision et en disant voilà, pourquoi ne pas faire dans ce cas-là une réserve stratégique en bœuf, littéralement, why not a strategic beef reserve? Pourquoi pas en pomme? Pourquoi Bitcoin? Et donc, on a la réponse de Brian Armstrong ici, qui est une réponse assez exhaustive que je vous laisserai aller vérifier, hein, mais qui nous raconte qui nous montre tout simplement hein, dans un tableau avec toutes les différentes caractéristiques d'une monnaie, donc vérifiabilité, fongibilité, portabilité, durabilité, division, etc. Donc, on a une dizaine de caractéristiques et qui nous montre via toutes ces caractéristiques Bitcoin versus l'argent classique, donc la monnaie fiat, versus l'or et qui nous fait dans ce laïus et qui nous montre qu'effectivement Bitcoin coche bien plus de cases et présente des avantages bien plus élevés que même d'ailleurs que l'or et que les monnaies fiat classiques dans ce cadre-là. Donc voici pourquoi il est intéressant aujourd'hui pour les États et les institutions, et c'est pour ça que c'est le cas de toute façon, d'établir des réserves stratégiques et des stocks de Bitcoin. Et pour petit rappel, hein, Brian Armstrong, c'est pas n'importe qui, c'est le CEO de Coinbase, donc une des plus grosses entreprises, si ce n'est la plus grosse entreprise de distribution de crypto-monnaies dans le monde. C'est la seule qui est cotée en bourse aux États-Unis, tout simplement. Donc voilà, news macro qui n'a rien à voir ici avec les crypto-monnaies, mais que je trouvais assez intéressante à vous donner. L'Indonésie rejoint les BRICS et personne n'en parle, donc c'est rapporté par Money Radar. Et effectivement, c'est assez curieux parce que les BRICS, on en entend parler de temps en temps lorsqu'ils se réunissent ou lorsqu'il y a vraiment une grosse annonce. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'assez notable en fait, puisque l'Indonésie est tout simplement la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Donc l'intérêt pour les BRICS, hein, bien évidemment, quatrième population mondiale, hein, je crois qu'il y a 260 millions d'habitants en Indonésie. Le marché, il est en pleine expansion puisque l'Indonésie imprime en ce moment du 8% de croissance par an. Et c'est le premier pays de l'association ASEAN à rejoindre le bloc. Et l'intérêt pour l'Indonésie, bon, tout simplement, hein, voilà, ça va pouvoir leur permettre de lever plus d'argent pour des investissements massifs en infrastructure, se rapprocher de la Chine un peu plus. Et la mentalité des BRICS, hein, c'est rester amis avec tout le monde et ennemis de personne. Voilà, ils sont plutôt dans un développement économique de l'hémisphère sud. Donc voilà, pour rappel, les BRICS, c'est 6 nouveaux membres en un an, 45% de la production pétrolière mondiale et 35% du PIB mondial. Donc ça commence à faire pas mal. Une autre histoire, pareil, autre news, mais bon là c'est pas forcément ni macro, c'est plus du fait divers, mais je voulais quand même vous la relater, qui est un peu moins joyeuse que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et ça concerne l'affaire David Ballan. Donc je vais pas vous lire tout le post, mais grosso modo, je vous invite, lorsque vous êtes dans le milieu de la crypto-monnaie, surtout lorsque vous allez commencer à avoir des hausses dans vos wallets, etc., à rester le plus discret possible, le plus sécure possible, puisque en fait, cette semaine, David Ballan, qui est le cofondateur avec Eric Larchevêque et quelques autres associés de Ledger, s'est fait kidnapper, tout simplement, lui et sa femme, par un groupe armé, un commando armé, qui sont allés le chercher à Vierzon, en France, et qui ont demandé une rançon en échange en crypto-monnaie, d'accord, en estimant que, bien évidemment, voilà, comme comme la mentalité de la crypto-monnaie, c'est d'être sa propre banque, ces personnes-là, complètement stupides, ont imaginé qu'il n'y avait pas de méthode de sécurité, que ce mec-là conservait tout son argent, voilà, toutes ses crypto-monnaies chez lui sur son ordinateur, alors que bien évidemment, il y a des systèmes de sécurité bien plus élaborés que ça pour protéger ces crypto-monnaies, notamment le multisig, qui fait que vous ne pouvez pas accéder à l'argent de votre wallet s'il n'y a pas plusieurs signatures qui sont effectuées avec une clé Ledger à différentes adresses IP différentes. Donc voilà, c'était un kidnapping qui a été extrêmement violent puisque le lendemain du premier jour du kidnapping, ils ont envoyé un doigt, tout simplement, le doigt de David Ballan, à sa famille et à la police pour demander la rançon en crypto-monnaie.
Donc voilà, il y a eu des mutilations, lui et sa femme, sans parler du traumatisme et du préjudice moral et psychologique. Bien évidemment, on a l'une des unités tactiques d'intervention la plus efficace dans le monde en France, donc le GIGN les ont libérés après, enfin le 23 janvier, après quelques jours d'enlèvement et de séquestration, hein, tout simplement. Mais voilà, ça vous donne l'information sur le niveau de sécurité qu'il faut avoir lorsqu'on parle de crypto-monnaie en France. Donc faites attention à vous. Évitez voilà, de donner ce que vous avez, de dire même que vous êtes dans la crypto-monnaie, de donner les valeurs de vos wallets, etc. Faites attention à vous. Une news macro un peu plus joyeuse, un peu plus bullish pour nous maintenant. Solana devient la première blockchain à surpasser les 200 milliards de volume d'échanges sur les exchanges décentralisés en échange mensuel, tout simplement, en mensuel. C'est énorme. Donc, on le sait, hein, Solana, c'est une blockchain ultra résiliente, même si voilà, il y a un running gag sur le fait qu'au début, Solana blockchain s'est arrêté pas mal de fois, mais aujourd'hui, on le voit bien que l'écosystème Solana est un écosystème qui est vraiment énorme. 200 milliards de dollars drivés en volume en un mois. Sachant que voilà, aujourd'hui, tous les meme coins, enfin énormément de meme coins, énormément même de nouveaux coins se lancent sur la blockchain Solana, hein. Si on prend l'exemple juste du coin de Donald Trump, il s'est lancé sur la blockchain Solana parce que effectivement, c'est une blockchain qui est assez sécure, qui est qui est très scalable, sur laquelle on peut faire énormément de transactions avec une certaine fiabilité. Et c'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs, puisqu'on le voit ici, Circle, l'entreprise qui émet l'USDC et qui est donc une succursale de Coinbase, tout simplement, a minté, donc a ajouté 250 millions d'USDC sur la blockchain Solana. Et donc là, la dernière semaine, si on accumule toutes les mints de Circle, dont je vous ai parlé d'ailleurs il y a 2 jours, dans la quotidienne d'il y a 2 jours, Circle a minté un total de 3,5 milliards d'USDC sur la blockchain Solana. Donc pareil, ces USDC qui sont mintés, ils vont bien servir à quelque chose et très probablement qu'ils vont servir à acheter des actifs. Donc on attend ça avec impatience. Ça, c'est une autre news macro qui est assez intéressante, à laquelle le patron de la SEC, d'ailleurs, le patron de la Fed a d'ailleurs répondu assez rapidement. Trump a dit hier qu'il allait demander, qu'il allait s'entretenir avec Jérôme Powell, donc qui est le patron de la Fed, pour baisser les taux d'intérêt assez rapidement. Chose à laquelle Jérôme Powell et donc la Fed a répondu que les taux d'intérêt seraient baissés lorsqu'ils devaient être baissés et lorsque tous les feux seraient au vert. Mais voilà, donc on a le président des États-Unis qui est en train de demander directement une baisse des taux à la Banque centrale. Et cette baisse des taux, bien évidemment, c'est pour pouvoir permettre aux entreprises et aux institutions d'emprunter plus d'argent, d'imprimer de l'argent, tout simplement, hein, d'emprunter de l'argent pour investir, voilà, à bas coût. Autre news macro assez importante qu'on a eu hier, la fin de la guerre en Ukraine, volonté de Trump. Apparemment, Zelensky a contacté Trump hier également. Ça n'a pas été confirmé. J'ai pas réussi à trouver la confirmation à 100% de l'information, donc à prendre avec des pincettes. Mais Zelensky voudrait terminer la guerre assez rapidement et de manière pacifiste. Donc ici, c'est Nicolas Chéron qui nous dit: je persiste sur ce sujet clé, c'est l'un de ses projets pour 2025. Et apparemment, certains des flux historiques en Europe jouent également ce scénario. Bien évidemment, hein, c'est ce qu'on a vu hier. On avait un petit peu d'avance. Le CAC 40 est en train de repartir à la hausse. Les marchés européens sont en train de repartir à la hausse. Et donc, les marchés sont tout simplement en train de pricer toutes ces nouvelles. La fin de la guerre, le retour de l'attraction en Europe, tout simplement. Et on peut potentiellement, comme je vous l'ai dit, selon les indicateurs clés, se positionner sur un breakout assez propre, notamment au niveau du CAC 40. Donc le site dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Trading Economics, et c'est ce site-là qui vous donne toutes les informations assez intéressantes de ce qui se passe en termes de politique monétaire dans le monde et de chiffres, de retour sur les chiffres les plus importants, notamment les chiffres de l'inflation. Donc ça se présente comme ça, hein. Là, je les classe en trois. Vous avez 3 niveaux d'impact, on va dire. Moi, j'aime bien me mettre sur les 3 étoiles, donc les news les plus impactantes. Vous pouvez voir qu'ici, le 24 janvier, on a eu à 12h30 heure française, du coup, les taux d'inflation année sur année au Japon, et on peut voir que le forecast était à 3,2%, il est sorti à 3,6%. Et donc, la décision de taux d'intérêt de la BOJ, donc la banque centrale japonaise, a été de rehausser les taux d'intérêt à 0,5%, là où avant ils étaient à 0,25%. Donc voilà, les prochaines news importantes à venir, bien évidemment, c'est le 29 janvier, donc ça sera mercredi prochain à 8h. On a la Fed
qui va dire si voilà, elle baisse les taux. Actuellement, aux États-Unis, l'emprunt en dollars est à 4,5%. Le consensus s'attend à avoir 4,5%. Autant vous dire que si ici, on a les taux qui descendent, ça sera une news bullish pour les marchés. Il y a très peu de chances qu'ils augmentent. Il y a voilà, autant de chances qu'ils restent à 4,5% également. Et on a la conférence qui va suivre juste après. Donc maintenant, si on passe sur les charts très rapidement, hein, ça va être assez rapide puisque les marchés sont à peu près stables. On voit que la news d'hier sur les crypto-monnaies, elle n'a pas fait bouger les marchés plus que ça, pas fait bouger Bitcoin plus que ça. De toute façon, la zone charnière, elle est assez claire, hein. C'est entre 109, 110 000 et 89 000. Tant qu'on évolue dans ce range-là et qu'on ne le casse pas dans un sens ou dans l'autre, voilà, pas d'inquiétude ni d'euphorie à avoir. On peut continuer potentiellement à accumuler, même si voilà, ce n'est pas la stratégie versatile sur Bitcoin en tout cas. La Bitcoin dominance qui veut toujours pas lâcher de l'Est, hein, toujours au-dessus de sa moyenne mobile 20 en weekly. C'est lorsqu'elle cassera hein, cette zone clé là, la zone des 55, 54%, que ça va vraiment devenir intéressant pour la alt season. Donc on a et pareil Ethereum, le ratio Ethereum Bitcoin qui est en train potentiellement de faire son bottom entre la semaine dernière et cette semaine-là. Donc voilà, hein, la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 qui arrive au-dessus, qu'on devra récupérer et qu'on devra casser à la hausse pour avoir vraiment notre retournement de marché. Ethereum est dans la même configuration, hein, juste au-dessus de ses moyennes mobiles. Et c'est exactement la même chose pour les différents totaux qui évoluent donc dans leur range ou pour le Total 3 pour avoir l'information sur les altcoins juste en dessous de son ATH dans l'attente de l'impulsion haussière qu'on attend potentiellement ou en tout cas qu'on attend chez Versatile pour le mois de février. Voilà. Si on se positionne, si on reprend très rapidement les indices, bah, vous pouvez voir que là, on est le dernier jour de la semaine. Donc la bougie que l'on voit actuellement va se clôturer aujourd'hui à 17h30. Si ça clôture au-dessus de ce range, pas de ce range tout court, hein, de cette zone d'accumulation ici, ça va être une news qui va être assez bullish pour le CAC 40, qui pourrait aller rechercher très rapidement son ATH, qui se situe aux alentours des 8250 points. Actuellement, il est aux alentours des 7900 points. Donc on peut avoir un potentiel pullback ou alors directement aller tout droit jusqu'à cet ATH. En tout cas, la configuration est extrêmement bien orientée en ce qui concerne le CAC 40. Pour la news dont je vous parlais pour la Banque centrale du Japon, l'indice japonais n'a pas bougé pour l'instant. Donc voilà, a priori c'était pricé. Vous pouvez voir que contrairement à cette mèche, hein, ici la mèche du 5 août 2024, c'est ici qu'il y a eu la fin officielle du yen carry trade. Donc le marché ne s'attendait pas du tout à une hausse des taux par la Banque centrale japonaise. Et ça a déclenché tout simplement un flash crash jusqu'à quasiment la moyenne mobile 20 en weekly. Donc là, c'était potentiellement un point d'entrée hyper intéressant. Donc là, on voit qu'on est dans un range d'accumulation ici hein, depuis un moment qui s'établit voilà, à peu près comme ça. Là, si on enlève cette période de volatilité haute. Et donc, c'est cette zone-là qu'il faudra casser si on veut repartir à la hausse. Et on voit que ça avait même eu un impact d'ailleurs, hein, cette fin de carry trade ici, sur les indices classiques comme le Nasdaq notamment. Puisque pareil, il avait fait un pullback sur sa moyenne mobile 50 en weekly aux alentours des 17 000 points, là où aujourd'hui il est aux alentours des 22 000 points. Voilà, donc ça c'est pour le point de marché du 24 janvier 2025. Je voulais juste vous regarder rapidement le DXY, puisque voilà, le DXY qui potentiellement a trouvé son top, ou en tout cas un top local, hein. On le voit ici, le top qui était à 110, qui est en train de lâcher du lest, donc ça c'est bullish pour nous. La moyenne mobile 20, elle est à 105 là, en hebdomadaire, donc assez basse encore, hein. La moyenne mobile 50, elle est à 104. Et puis pourquoi pas même aller rechercher, comme ici, comme en septembre 2024, la moyenne mobile 200 qui, elle, se situe aux alentours des 102. Donc ça nous donnerait énormément de potentiel de hausse sur les crypto-monnaies, tout simplement. Voilà, merci d'avoir suivi cette quotidienne. Moi, je vous dis à demain et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.